Julien Desjaël. Donc, on a vu que c'est un insecte prolifique et assez mobile dans l'agroécosystème, dans le milieu. Moi, je me posais la question que se posent aussi beaucoup de producteurs sur le rôle que pourrait jouer dans les haies, en plus qui sont vraiment favorisées en agroécologie, puisque ce sont des infrastructures agroécologiques qui peuvent comporter des espèces à baies ou à petits fruits. On a vu le sureau, la ronce, le prunelier, etc. Est-ce qu'elles sont plus positives que négatives, ces espèces? Est-ce qu'il y a une certaine résilience dans la haie vis-à-vis, comme on le constate en forêt ou même dans des bandes enherbées, vis-à-vis des ravageurs? Ça ne représente pas un potentiel d'infestation important? Voilà, quelles sont les réponses à ce sujet? C'est difficile de savoir, et c'est vrai que souvent on nous demande s'il faut arracher, couper toutes ces haies. Celles qui sont vraiment à proximité des cultures et dont les fruits arrivent à maturité juste avant ceux de la culture, moi je pense qu'il faut y faire très très attention. Celles qui arrivent pendant l'hiver ou en automne, finalement elles font partie les fruits font partie d'un pool de plein de fruits sauvages qui permettent le développement de Suzuki. Donc là, je pense que ça a un peu moins d'impact quand c'est des fruits d'automne ou d'hiver. Et après, il y a peut-être aussi possibilité que toutes ces haies soient aussi des refuges pour justement des auxiliaires, des parasitoïdes et tout ça. Donc je pense qu'il ne faut pas tout couper et tout raser tout de suite. Mais on ne sait pas encore bien quelle est l'incidence de ces espèces-là. Oui, moi je pense qu'il faut regarder un peu l'histoire, et on voit que la simplification des écosystèmes, c'est jamais un bon choix, quoi. Donc je pense qu'effectivement, il y a certaines espèces qui pourraient servir de point d'accrétion. À la limite, ça serait presque plutôt favorable. C'est toujours délicat, hein. Push, pull. Mais je pense en tout cas, je pense comme Claire que le but, ça serait de compliquer l'écosystème plutôt que de le simplifier. Donc moi, je dirais, voilà, peut-être éviter évidemment de mettre des sureaux à côté d'une culture de myrtille, ça me paraît évident. Quoique, voilà. On pourrait aussi imaginer, alors à ce moment-là, mais ça sort un peu de la question, c'est d'avoir par exemple du sureau yèble comme plante piège, et de le traiter, quoi. Donc Maïric, technicien viticole pour Agrobio Périgord et référent FNABITAB pour la viticulture bio. Donc j'avais plusieurs questions qui rejoignaient un peu la première sur est-ce qu'il y a des études qui sont prévues dans d'autres cases d'art sur les relations entre Drosophile, Suzuki et l'environnement. Justement dans les graphiques que vous avez présentés tout à l'heure, je trouve ça assez intéressant, les différences de population entre la culture de cerisier qui est sensible et la garrigue. En fait, il y en a quand même plus dans la garrigue. Donc je pense que là, justement, la biodiversité, pour rebondir sur serait intéressante à étudier. J'avais une autre question sur le maintien des enherbements ras. Pourquoi? Du coup, parce que moi je travaille beaucoup sur les couverts depuis une quinzaine d'années, et on s'aperçoit justement avec une bonne gestion, mais plutôt haute pour le coup, où on laisse les plantes se développer, on a plus de biodiversité générale et donc une meilleure maîtrise des différents ravageurs. J'avais une question pour Serge, pour savoir exactement ce qu'ils entendaient en Suisse sur le terme chaux. Est-ce que c'est juste un terme générique ou c'est vraiment de la chaux au sens biochimique du terme? Et je voulais savoir si en fait il y avait aussi des relations qui avaient été faites notamment par rapport au climat et sur l'année exceptionnelle qui a été 2014. Je rejoins l'analyse suisse sur la psychose vécue par les vignerons et amplifiée par les médias. Merci de vos réponses. Alors, réponse concise. Sur une prolongation du CASDAR, pour l'instant, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet qui a démarré ou qui doit démarrer, mais on y compte bien, mais pour l'instant, on n'a rien. Par contre, le réseau de suivi dont je vous ai parlé, en fait, il a généré beaucoup de données. Il y a à peu près 25 parcelles et environnements qui ont été étudiés, et ces données, on les a pas encore totalement analysées, et on devrait avoir des réponses justement sur l'environnement et sur le climat. Ça, c'était votre dernière question. Voilà. Donc, on va encore en tirer un peu de jus de tous ces travaux, mais pour l'instant, on n'a pas d'autres projets qui a démarré. La deuxième question, c'était l'enherbement. L'enherbement, en fait, c'est plutôt une observation un peu empirique. Ça aurait vraiment un effet, on a l'impression, sur le maintien de l'humidité dans la culture, et du coup c'est ça qui serait favorable à Suzuki.
Mais enfin voilà, j'ai pas beaucoup plus. Effectivement, sur les auxiliaires, ça a peut-être un effet négatif de maintenir l'enherbement très ras, mais sur l'humidité, ça a l'air de beaucoup jouer. Ça dépend peut-être aussi du type d'irrigation du coup. Ouais. Oui, ouais. Oui, et puis en viticulture, nous, on voit l'enherbement, donc, est toujours conseillé parce que ça augmente la biodiversité. Simplement, au moment de la véraison, on essaye de maintenir bas ce qu'il y a vers les grappes en viticulture. Pour la chaux, oui, c'est de la chaux éteinte, voilà. On pourrait utiliser de la chaux pour bâtiment. Là, en l'occurrence, c'est de la chaux qui est considérée comme utilisable dans les aliments, quoi. Pour que, si jamais il y a une homologation, parce que bien sûr, il faudra passer par là, il y ait moins de problèmes, quoi. Bertrand Bourgoin, question à Serge Fischer. Est-ce que selon vous, il faut travailler la réflexion sur les mâles stériles? Est-ce qu'il y a quelque chose en attente? Est-ce qu'en Suisse, vous avez une réflexion dessus? On réfléchit à la problématique, mais moi, franchement, pour une espèce comme ça, j'y crois pas tellement. On serait sur une île, bon, on est une île au milieu de l'Europe, c'est clair, mais on serait sur une île, ça serait possible. On voit bien que le système des mâles stériles, ça fonctionne vraiment dans des écosystèmes fermés. Là, il faudrait, enfin, je veux dire, en fin de saison, il y a une telle production naturelle que c'est pratiquement impossible de régater, quoi. J'aimerais pas avoir à faire les élevages. Voilà, j'ai entendu parler d'attractifs. Donc, mon nom c'est Brigitte Frérot et je travaille sur les médiateurs chimiques. Donc, tout de suite, j'ai tendu l'oreille et je voulais savoir s'il y avait des équipes qui travaillaient sur ces attractifs et notamment sur les relations entre la drosophile et la plante, sur les modalités de reconnaissance du fruit et le rôle des composés organiques volatiles dans cette colonisation du fruit. Alors, il y a des équipes qui travaillent le sujet et il y a notamment des firmes privées qui travaillent le sujet. Mais bon, moi du coup, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je sais que c'est travaillé. J'ai pas accès. Je sais qu'il y a eu des publications très récemment sur des molécules attractives comme celle dont tu as parlé, qui provient des feuilles. Voilà. Mais bon, voilà. Je sais que c'est travaillé, mais pas beaucoup plus. Oui, je crois effectivement, les firmes. Et je suis pas sûr qu'elles soient aussi pointues dans la recherche. En tout cas, le produit suisse, la Riga, qui dans nos essais est le meilleur comme attractif. Oui, il essaye différents mélanges et il regarde celui qui marche le mieux. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas des antennogrammes ou je ne sais trop quoi pour déterminer exactement les produits qui fonctionnent le mieux. J'avais juste un complément de question. Est-ce que vous pensez que cette absence de recherche, parce que je vois, il y a eu un projet CASDAR, je suppose qu'il y a eu aussi d'autres contrats et qu'il y a eu beaucoup d'argent dépensé autour de cette drosophile. Est-ce que vous pensez que l'absence de ce type de recherche dans les laboratoires publics est liée à la réglementation? Est-ce que c'est un frein Parce que la réglementation, tout à l'heure je ne suis pas intervenue, ça impose aux laboratoires de développer des structures de quarantaine et ça a un coût réel pour les laboratoires. On est obligé de se justifier alors normalement on manip de façon à peu près correcte et on est obligé de faire un tas d'aménagements. Donc est-ce que c'est une des causes? Parce que je suis un peu surprise qu'il n'y ait pas beaucoup de recherche qui ait été faite dans ce domaine-là. Je vais me permettre de répondre. Sur Suzuki, en fait, on a vu, elle n'est pas classée de quarantaine, donc en fait, il n'y a pas de législation qui s'impose sur du travail particulier. Après, il peut se passer des situations telles que l'a présenté M. Fischer, où il y a un peu d'anxiété autour du ravageur, donc on fait du confinement, mais naturel par rapport à
à des zones. En France, en fait, on travaille de façon complètement libre. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que tout à l'heure, Bertrand a répondu à une question dans la salle sur ce qu'on appelle la LOA, qui doit accompagner en fait tous travaux. Mais effectivement, il y a un problème important sur les parasites de quarantaine, c'est qu'il faut être agréé. C'est pas juste une lettre qui vous permet d'échanger en fait du matériel de quarantaine. Il faut aussi que les structures soient agréées de part et d'autre. Et là, effectivement, ça a un vrai coût, parce que c'est des investissements et c'est une reconnaissance importante. Mais c'est pas le cas de Suzuki. On a vu qu'elle n'était pas de quarantaine. Oui, donc Nicolas Ritz de l'INRA, c'est juste pour compléter le panorama. Évidemment, à côté de l'initiative CASDAR qui a été présentée, il y a plein d'autres initiatives de recherche et développement sur des méthodes de lutte contre Suzuki, que ce soit de la lutte biologique par acclimatation, que ce soit les lâchers de mâles stériles qui ont été évoqués, que ce soit des attractifs éventuellement. Donc il y a, je dirais, toute une structuration qui se met en place relativement vite, avec en plus sur un sujet comme celui-là éventuellement des effets d'aubaine ou sur un sujet qui, sur le papier en tous les cas, permet de concilier des questionnements scientifiques avec des déclinaisons appliquées potentielles. Voilà. Donc il y a bien évidemment au niveau européen et encore plus généralement au niveau international énormément de gens qui sont positionnés sur cette thématique-là, voilà, avec une optimisation de moyens qui serait probablement à réfléchir. Romain Eric, j'avais des questions sur ce qui était parasite en fait, par rapport à la présentation qui a été faite du cycle, donc avec en fait un hivernage par des femelles fécondées. On a vu des résultats de parasitisme sur larves et sur pupes. Est-ce qu'il y a eu des travaux qui ont été menés ou est-ce qu'il y a eu des pistes sur du parasitisme de femelles adultes du coup, d'une part, et sur les plantes, que ce soit pour les parasites ou les drosophiles Suzuki, on a vu un peu les plantes attractives ou intéressantes, on va dire, pour la drosophile. Est-ce que on a trouvé aussi des plantes qui pouvaient avoir un effet répulsif? Et même question pour les parasites, forcément. Est-ce qu'il y a eu des travaux ou des repérages qui ont été faits sur des plantes qui seraient susceptibles d'être attractives, pour ces parasites? Merci. Sur les femelles hivernantes, je suis pas sûre que ça existe du parasitisme sur les adultes, mais je connais pas bien le sujet, alors ce serait à vérifier. Mais par contre, il peut y avoir de la prédation par plein d'autres insectes que les quelques parasitoïdes dont je vous ai parlé. Donc vraiment de la prédation directe, par exemple des araignées du feuillage qui vont capturer des drosophiles et les consommer. Après, sur les plantes attractives pour les parasitoïdes, c'est pareil, ma connaissance sur le sujet est un peu limitée, mais j'ai cru comprendre que ce qui est attractif pour Suzuki et les plantes dans lesquelles Suzuki se développe vont être attractives pour les parasitoïdes parce les parasitoïdes savent que c'est là-dedans qu'ils vont pouvoir trouver leur hôte. Mais voilà, sujet à creuser un peu. Oui, effectivement. Alors pour les parasitoïdes, c'est nettement, on a vu en faisant les essais avec les pièges sentinelles que si on mettait des drosophiles larves ou pupes dans un milieu artificiel, il y avait beaucoup moins de parasitoïdes que si on les faisait pondre dans des fruits. Donc c'est bien le fruit qui attire les parasitoïdes. Et puis les parasitoïdes intéressants pour Suzuki sont aussi des parasitoïdes un peu généralistes qui vont au moins attaquer un tas d'espèces de drosophiles, voire même pour le parasitoïde le plus fréquent, de diptères, d'autres familles aussi. Donc à la fois c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils pourront s'habituer à Drosophila Suzuki le plus rapidement, mais aussi ils peuvent être perturbés en allant un peu partout, quoi. Et puis pour les adultes, je pense moi qu'il y aurait de la recherche à faire avec les entomopathogènes, les champignons. Voilà. D'autant plus en automne, il fait plus humide et là, ça pourrait être intéressant de développer ce côté-là. Je voulais vous poser une question par rapport aux femelles adultes. Parce qu'en fait, on entend beaucoup de descriptions sur le cycle, les larves, les pupes. En parcelles infestées de drosophiles,
en fait, on a remarqué qu'on piégeait de la drosophile. Alors, c'était en 2014. On a piégé de la drosophile adulte au mois de janvier-février. Avec c'est une parcelle en agriculture biologique dans un milieu qui est très très porteur puisque c'est une zone Natura 2000 à côté. Enfin, à côté, il y a une zone Natura 2000. Et je voulais savoir si vous avez plus de données sur le mode de vie de la drosophile adulte. En particulier, est-ce qu'elle se nourrit ? Est-ce qu'elle a un moment de nourrissage ? Enfin, il me semble que les femelles vivent un certain temps. Et en hiver, vous avez parlé de diapause, mais d'après ce que l'on a vu sur le terrain, il y a aussi des moments où elles sont actives. Oui, la question de la diapause en hiver, c'est une question qui se pose. Nous, ce qui nous semble plutôt se passer, c'est que elle est plutôt au stade quiescent que vraie diapause. Et chaque fois que la température arrive à 5 degrés, elle se remet en activité. Et puis là, probablement, elle va se nourrir de ce qu'elle aime bien, c'est-à-dire des levures. Ou enfin, les levures, c'est très large, donc elle risque bien d'en trouver un peu partout. Et sitôt qu'elle se nourrit, visiblement, elle nourrit ses ovaires et elle se prépare à pondre. Donc, un hiver relativement doux, non seulement ça diminue la mortalité à cause du froid, mais en plus, ça lui permet d'être prête à pondre beaucoup plus rapidement au printemps. La question est après, où est-ce qu'elle pond ? Oui, donc Frédéric Rose de Biophile. Je me suis entretenue avec un agronome qui, lui, me parlait du cas de Hawaï, qui avait été attaqué par Drosophila et en 4 ans, ça s'était régulé. Enfin, du moins, il n'y avait plus de dégâts. Donc, je voulais savoir si vous avez entendu parler de ça aussi. Et cette personne était aussi très convaincue de la possibilité de la régulation naturelle en forçant vraiment le plus possible la biodiversité, notamment en gardant les vieux arbres et les mares. Alors, par rapport à ce que vous avez présenté, vous disiez que là où il y a de l'eau, on en a plus, mais qu'il fallait mettre le plus possible en relation, justement, Drosophila suzuki avec les autres insectes présents pour que naissent de nouvelles interactions et une nouvelle régulation. Et voilà, donc je voulais avoir votre avis là-dessus aussi. Et il me parlait aussi, suite à des essais de suivi d'insectes qu'ils avaient fait, repérer des guêpes parasitoïdes de pucerons qui avait une sorte de rôle d'épouvantail, en fait, avec un gros opositeur qui faisait un peu peur à Drosophila, disons qu'elle était présente, mais elle n'attaquait pas les fruits. Et aussi, quelque chose qui ne serait pas expliqué, mais le bourdon. Ils avaient repéré qu'il y avait une interaction très intéressante entre le bourdon et Drosophila, mais sans expliquer pourquoi, mais le bourdon aurait un rôle pour limiter Drosophila. Alors voilà, je ne l'avais pas entendu par ailleurs, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Il y a beaucoup de choses dans la question. Sur le cas d'Hawaï, moi je connais pas la régulation qui s'est mise en place là-bas, donc je me renseignerai. Par contre, sur le fait de favoriser absolument toute la biodiversité et les interactions avec l'environnement, oui, et c'est certainement une bonne piste, et la solution viendra peut-être de là. Le problème pour l'instant, c'est toujours ces pullulations de Suzuki, c'est la vitesse à laquelle les choses se font, quoi. C'est simplement que les parasitoïdes indigènes ont peut-être mis du temps, ou sont en train de mettre du temps à s'adapter à cette nouvelle espèce, qui sont capables de parasiter, mais qui présentent quand même une résistance assez forte au parasitisme. Donc c'est une question d'adaptation et de rapidité. Ce qu'on a vu dans les essais, par exemple, c'est vraiment que le parasitoïde il fonctionne, il peut parasiter Suzuki. Par contre, la population de Suzuki augmente tellement vite et plus vite que le parasitoïde, donc on a des dégâts. Donc je pense qu'il y a les deux facteurs. Après bon, il y avait beaucoup de choses dans votre question. Je sais pas, Serge, tu veux... Non, pas mieux. Je pense que vous avez raison. L'important est d'avoir un écosystème le plus riche possible. Si on veut avoir une espèce de rémission petit à petit, qui se fera peut-être naturellement. Hein. On rigolera peut-être de Suzuki dans 15 ans. Ouais. Il y avait le cas du Japon aussi. On se posait beaucoup de questions sur le Japon. Je sais qu'il y a eu un voyage de personnes de l'INRA là-bas. Ce qu'ils nous ont rapporté, c'est qu'en fait, tu corrigeras si je me trompe, Nicolas. C'est qu'en fait Suzuki là-bas est géré un peu comme un organisme de qualité chez nous, un petit peu comme notre mouche de la cerise,
Donc elle est certainement régulée naturellement, quoique les taux de parasitisme qui ont été présentés, moi, ils m'ont pas paru si bons que ça. Mais voilà, il y a sûrement plusieurs types de régulateurs dans l'environnement. Et par contre, ça reste quand même là-bas aussi un ravageur, et il y a des traitements. Voilà. Mais l'agriculture là-bas est pas comparable à la nôtre, si j'ai bien compris. C'est vraiment des systèmes très différents. Puis si vous avez 60% de parasitisme au mois de février, c'est différent, enfin c'est bien plus efficace que 60% de parasitisme au mois d'octobre.